Confisqués, conversation sur la saisie et la réutilisation des biens mal acquis en Europe. Bonjour et bienvenue dans Confisqués, le podcast du projet de recherche européen en matière judiciaire sur les biens mal acquis et le blanchiment, RINS. Dans cette série, nous donnerons la parole à des professionnels de la lutte contre la criminalité organisée en Europe. Comment lutter efficacement et durablement contre les mafias et le crime organisé ? Comment toucher les criminels au portefeuille en asséchant leur capacité de fonctionnement ? Comment réduire durablement la violence qu'ils génèrent ? Nous essaierons de répondre à ces questions par le biais notamment de l'harmonisation des pratiques policières et judiciaires en Europe, car le crime, lui, n'a pas de frontières. Dans ce premier épisode, nous nous rendrons en Belgique, où le milieu de la drogue n'en finit plus de prendre pied et déstabiliser les institutions. Tentative d'enlèvement du ministre de la Justice par un groupe mafieux, règlement de compte à répétition, saisie record de cocaïne sur le port d'Anvers, lien avéré avec le monde politique. Si le sujet ne fait pas encore débat en France, il risque bien de s'inviter dans les prochaines élections fédérales de juin au plat pays. Le 9 janvier 2023, une fillette de 11 ans joue dans le garage d'une maison à Anvers, quand des coups de feu éclatent. Fils d'Aous, 11 ans, décède, touché par des munitions de guerre. La Belgique connaît sa première victime innocente du narcotrafic. Ces tirs d'intimidation sont à attribuer à la Mocro-Mafia, une organisation qui a supplanté les groupes criminels historiques italiens pour inonder l'Europe de cocaïne. Face à l'ampleur du phénomène mafieux, les Belges attendent des réponses. Et nous allons en parler avec Michel Claes, juge d'instruction à l'origine du Qatargate, le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen, et pour qui Anvers est devenue une capitale mondiale du crime organisé, rien que ça. Le juge d'instruction vient de quitter ses fonctions et se présente aux élections sous la bannière de Défi, un parti francophone centriste. Notre spécialiste des dérives mafieuses et fondateur de Crimalt, Fabrice Rizzoli, l'a rencontré pour nous parler argent sale et confiscation des avoirs criminels, la hantise des délinquants. Alors, Michel Claes, bonjour. Vous êtes un magistrat qui, depuis des années et des années, avait enquêté sur la grande criminalité, la criminalité économique et financière en Belgique. Vous avez aussi écrit une quinzaine de romans, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Aujourd'hui, dans le cadre du projet RINS, qui est un projet européen que je vous ai déjà décrit, on a voulu donner la parole à la Belgique en matière de confiscation. Parce qu'il y avait l'Italie, il y avait la France, mais nous avons un partenaire belge en Belgique et nous estimons aussi qu'en matière d'actualité, avec tout ce qu'on a entendu récemment, il était important qu'on ait la parole d'un spécialiste belge. Dans vos enquêtes, depuis des années et des années, juste comme ça, est-ce que vous pourriez présenter le panorama de la confiscation en Belgique ? Comment ça fonctionne ? C'est une confiscation pénale ? Quels sont un peu les outils que vous avez ou que vous aviez à votre disposition ? Alors là, évidemment, le sujet est extrêmement intéressant. Il y a confiscation et confiscation, si je puis dire. La confiscation, c'est une décision de justice au fond. Donc, vous savez que pendant des années, j'étais juge d'instruction. Donc, en réalité, je n'ai jamais ordonné de confiscation, j'ordonnais des saisies en vue de confiscation. Alors, d'une manière tout à fait classique et indépendamment du droit financier, la confiscation, c'est tout simplement, à un certain moment, prononcer la fin de la propriété, dirais-je, de l'objet qui appartient à telle ou telle personne. C'est ce qui a servi à commettre le crime. Donc, vous avez un crime de sang, mais le couteau sera donc confisqué. Idem, la voiture qui a servi à commettre le hold-up sera confisquée. Là, vous avez une confiscation simple. L'objet donc a été préalablement mis en procédure. Alors, évidemment, en matière financière, les choses sont un petit peu différentes parce que ce qui précède de la confiscation, en général, quoique la confiscation pourrait être prononcée par un tribunal sans saisie préalable, c'est la saisie. La saisie qui est ordonnée soit par le parquet, soit par le juge d'instruction, et cette saisie, en réalité, intervient dans le cadre de la procédure. Qu'est-ce qu'on saisit ? Ça, c'est moment extrêmement simple. Alors, on saisit soit le produit de l'infraction. En matière financière, c'est évidemment ce qui est le montant correspondant. C'est le montant, c'est l'argent du crime. Ou alors, c'est par équivalent la saisie qui se fera
Qu'est-ce que la saisie par équivalent, qui d'ailleurs est prévue de manière tout à fait générale dans le Code pénal, l'article 42 du Code pénal? Mais la saisie par équivalence, donc à un certain moment, vous avez commis une infraction, et quelle que soit sa nature de cette infraction, et vous êtes tenu à, effectivement, à un certain moment, être condamné à restituer cet argent ou à payer cet argent à l'État. La saisie est ordonnée, donc je vous l'ai dit, soit en matière financière par le procureur du roi ou le juge d'instruction. Cela intervient en cours donc d'information ou d'instruction pénale. Et c'est une décision qui se fait sur, je dirais, tout. Alors, il n'y a pas de bien d'une nature particulière, on peut saisir de tout. Il y a évidemment les comptes en banque. Alors, dans les enquêtes pénales, il est fondamental de s'intéresser aux comptes des personnes qui sont mêlées à des malversations supposées. Ce sont les comptes en banque, ce sont les actions, ce sont les biens mobiliers de nature même virtuelle. Actuellement, il faut être très attentif en perquisition à retrouver ce qu'on appelle les clés des bitcoins, donc parce qu'on oublie tout le temps qu'il existe cette monnaie virtuelle dans laquelle, évidemment, de par cette facilité de dissimulation et d'échange, l'argent sale circule extrêmement facilement. Donc il faut chercher, évidemment, tout ce qui permet à un certain moment de se rattacher au produit de l'infraction. Vous connaissez toutes les infractions qui permettent d'avoir de l'argent. Je pense que d'ailleurs que le Code pénal, à part le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur, toutes les infractions rapportent de l'argent, de manière tout à fait globale. Par rapport aux personnes qui ne connaissent pas bien, vous avez rappelé qu'il y a la confiscation de l'instrument du crime, bon, vous avez parlé de l'arme, etc., ou les produits du crime, donc l'argent en matière financière, etc. Et surtout, vous avez rappelé que même si on n'arrive pas, si j'ai bien compris, à démontrer le lien direct avec l'infraction, donc l'argent qu'aurait, je sais pas moi, gagné illégalement une personne, on peut l'obliger à payer la somme qu'il avait gagnée par son infraction. Ça s'appelle la confiscation, vous appelez en équivalence, ou par équivalent. Oui, par équivalent. Ça, c'est ce qu'on a étudié dans nos focus group qui sont très intéressants. Mais est-ce que vous auriez quelques exemples, peut-être passés, de confiscation que vous avez que vous avez demandé, qui ont été obtenues, avec une somme et le type de personnes qui ont été confisquées à la fin? Au pléthore, évidemment, parce que finalement, dans les enquêtes financières, c'est ça qui compte. Il y a, à cet égard, évidemment, en matière de criminalité financière, l'impératrice des infractions, comme je l'appelle, qui est le blanchiment d'argent. Nous avons en Belgique un système où la confiscation, dans le texte de l'article 505.2 du Code pénal, il est prévu que la confiscation est obligatoire. Donc la saisie, l'est forcément, c'est ce que j'avais toujours dit, et elle se fait par équivalent, et pas seulement sur le produit du crime. Si l'argent sale a permis d'acheter une maison, c'est facile, mais supposons qu'il est parti à l'étranger, qu'il a été adroitement dissimulé dans ces coffres-forts qu'on appelle des sociétés offshore, et qui sont inviolables, mais là on pourrait éventuellement saisir et ensuite confisquer des biens dans le patrimoine de la personne, mais des biens qui apparaîtraient dans son patrimoine postérieurement à la commission de l'infraction. Le plus simple, c'est évidemment la succession. Imaginez-vous que vous avez planqué le produit de l'infraction dans un paradis fiscal, mais que vous héritez, on pourrait imaginer la saisie des biens dont vous avez hérité. D'autre part, l'article 505 prévoit également que tout complice ou co-auteur de l'infraction de blanchiment sera poursuivi de la même manière que le blanchisseur lui-même et celui qui a commis l'infraction en amont. Le plus simple, ce sont les professionnels du chiffre. Donc, vous pensez bien que c'est ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Il ne peut pas y avoir véritablement de vrai profit du crime sans qu'il y ait des spécialistes qui vont permettre ce blanchiment. On pense toujours aux banquiers, on passe aux experts comptables, etc. Eux, évidemment, ils n'ont pas profité du produit de l'infraction. Mais ils seront, en tant que co-auteurs ou complices, considérés comme étant également susceptibles de subir cette sanction. La confiscation, c'est une sanction. Et c'est en cela d'ailleurs que le bât blesse, et ce sera la fin de notre conversation. C'est une sanction, et c'est une sanction donc qui est décidée par le tribunal correctionnel en première instance. Et lorsque vous avez donc celui qui a commis l'infraction de base, qui peut être son propre blanchisseur, il peut être condamné jusqu'à la totalité de ce qu'il a perçu comme produit de l'infraction, et quelle que soit l'origine de son patrimoine. Évidemment, la question sera posée de manière différente par rapport au professionnel qui lui a permis de blanchir
organisant des sociétés offshore et en permettant le transfert de l'argent vers celles-ci, alors à partir de ce moment-là, la confiscation étant une sanction sera appréciée par le tribunal qui, de temps en temps, le fera de manière proportionnelle, avec peut-être une certaine constatation que c'est à la baisse. Mais du coup, en Belgique, c'est un peu comme en France, les médias n'ont pas la culture de l'explication de la confiscation, donc on voit saisie de drogue, on voit personne condamnée ou relaxée, et on voit pas la confiscation. Mais en Belgique, on saisit donc des biens à des trafiquants de drogue, etc. Vous avez quelques exemples de... Multitude, notamment les voitures. Parce que, qu'est-ce que les trafiquants de drogue aiment bien les voitures. Patient, pas n'importe quelle voiture, bien entendu. Et oui, le grand classique, c'était évidemment la confiscation de la voiture. Et aussi des immeubles. Hein. Il y a des personnes qui vont acheter des immeubles moyennant des sociétés offshore, etc. Donc on peut saisir l'immeuble. On a déjà quand même à cet égard pas mal d'exemples. Il y a dans les confiscations, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les comptes en banque et à l'étranger, et l'utilisation, n'oublions jamais, et ça nous concerne tous, quels que soient les pays, tous ceux qui ont ratifié la Convention en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, avec également la possibilité de pratiquer les gels à l'étranger. Donc ça, c'est la saisie internationale fondamentale à l'étranger. Écoutez, quand j'identifie une maison en Espagne et non pas un château, ou peut-être, j'espère, un château en Espagne, ou des comptes en banque au Portugal, ou ce qui m'est déjà ô combien arrivé en France, trouver des propriétés à la Côte d'Azur, à partir de ce moment-là, je demande que, sur base du gel, les autorités judiciaires bloquent les biens, et le jour du jugement, la confiscation sera prononcée et le parquet agira alors de manière telle à ce que nous puissions récupérer les biens saisis à l'étranger qui seront alors confisqués. Donc vous voyez, il faut faire preuve d'audace, d'imagination et de travail pour en réalité permettre de récupérer les fonds détournés. Alors vous avez anticipé une de mes questions qui est la confiscation à l'étranger. Quand l'État belge, comme l'État français, demande qu'un de ses citoyens, ses biens soient confisqués à l'étranger, vous dites ça fonctionne et tout. Est-ce qu'il y a quand même des pays avec lesquels ça marche mieux que d'autres, qui ont plus de culture de confiscation en Europe, dans votre expérience? Est-ce qu'il y a des États qui répondent plus vite à vos demandes, qui répondaient plus vite à vos demandes de saisie? Ouh là là, en réalité, ça dépend, à la limite, peut-être pas tellement des États, mais finalement des personnes à qui on s'adresse. J'ai eu des très bonnes surprises, j'en ai eu de moins bonnes, évidemment. Il m'est arrivé notamment de me rendre compte qu'il n'était pas si facile de travailler avec certains coins en Espagne, dans le sud, par exemple, alors que dans le nord, tout ça marchait très très bien. Il y a Oui, c'est vrai qu'il y a des pays où les choses sont plus difficiles. Maintenant, ils ne font plus partie de l'Union européenne, mais avec l'Angleterre, on a toujours eu des problèmes de communication parce que le système anglo-saxon est plus compliqué que le nôtre et les possibilités de contestation sur place sont évidemment gigantesques. Et donc, il faut simplement alors y faire face. Mais d'une manière générale, je peux vous assurer que en matière de gel, ça marche très, 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 très bien. Et d'ailleurs, nous recevons nous-mêmes pas mal de demandes. Combien de demandes je traitais par semaine de gel, de sollicitations de tous les pays, que ce soit le jour même de la Pologne, de l'Espagne, même de la Hongrie, etc. Non, ça fonctionne. Mais il faut bien entendu, à un certain moment, aller plus loin. Et là, c'est tout le système après jugement, quand la confiscation a été ordonnée. Il faut bien entendu, alors que le parquet fasse suivre, et que les officiers de la police fédérale chargés de cela fassent suivre également pour nous permettre de récupérer les fonds. Alors, vous rappelez, Monsieur Claes, que la justice est une histoire d'êtres humains, de personnalités. Oui, absolument. Le président d'honneur de Crimalt est Mario Vaudano, magistrat italien à la retraite, grand spécialiste de la corruption, qui a fait condamner des généraux de la garde des finances dans les années 80. Et il nous racontait déjà que, alors que la Suisse était considérée comme un paradis bancaire, c'était une question de personne lorsqu'il demandait des informations à la Suisse et qu'il pouvait parfois très bien travailler avec des magistrats suisses malgré cette culture de la discrétion qu'il y avait en Suisse. Donc c'est bien de rappeler que la pratique de la justice est aussi une question de personne. Alors, à contrario, quand des États étrangers vous demandent de confisquer des biens sur le sol belge de la part de leurs ressortissants, est-ce que c'est facile pour la Belgique de faire cas de leurs demandes? Et surtout, puisqu'on est dans le projet RINS, lorsque les confiscations
n'existe pas sur le sol belge. Vous voyez ma demande, par exemple, dans le cas des confiscations italiennes, dites préventive antimafia ou sans condamnation pénale du propriétaire, voire lorsque vous parliez du droit anglo-saxon, lorsque les confiscations sont civiles, du common law, etc., ou irlandaises. Est-ce que ça a été facile pour la Belgique? Est-ce que ça a été reconnu petit à petit? Est-ce que vous l'avez pratiqué? Moi non, puisque forcément, en tant que juge d'instruction, je ne m'occupe pas des confiscations, mais je m'occupe des saisies qui sont préalables à la confiscation. Le gel, c'est une saisie, bien entendu, hein, donc c'est une mesure conservatoire. Il faut une double incrimination. Bon, ça, c'est un principe de droit pénal international, bien sûr, mais une confiscation sans jugement, je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, la Belgique est extrêmement souple et je pense extrêmement rapide dans le cadre de ces procédures. Je n'ai pas souvenir de grand échec dans cet cas. Dans ce qui me concerne, je n'ai jamais refusé une seule demande de gel. Oui, alors je vais me permettre une question où là, l'intervieweur n'est pas sûr de lui. Il a vu passer il y a 3 mois des news dans la presse belge, comme quoi la Belgique aurait fait voter une loi qui permettait de confisquer le produit ou l'instrument du crime pour les trafiquants de drogue. Ça m'a paru extrêmement surprenant, comme si ça n'existait pas avant. Est-ce que vous avez eu vent de cette réforme ou est-ce que les médias se sont trompés? C'était vraiment incroyable de lire ça. Ça a toujours existé. Je dirais d'ailleurs c'est un principe général. La saisie comme la confiscation, que ce soit l'instrument qui a permis de commettre le crime ou le produit du crime. J'en reviens à ce que j'avais décrit tout à l'heure. Mais non, écoutez, franchement, les narcotrafiquants chez nous, on saisit la cocaïne qui est détruite. On se garde quand même quelques paxons. Hein. Bien entendu, c'est pour permettre au tribunal d'apprécier et d'éventuellement procéder à des analyses de celles-ci. Mais non, ça a toujours existé, bien sûr. Alors, évidemment, c'est le blanchiment. La traite des êtres humains, ce sont 2 lois qui prévoient spécifiquement l'obligation de confiscation et la possibilité de le faire par équivalent. Donc vous voyez que ce sont des choses qui sont quand même organisées depuis tant de temps. Et dans le blanchiment, il n'y a pas de trafic de drogue sans blanchiment. Alors vous voyez, ça fait partie de la richesse de ce projet où nous essaierons de faire des formations à des publics un peu plus larges que des magistrats, y compris des journalistes, etc. Parce qu'il nous semble que la confiscation est assez maltraitée par le monde du journalisme, et c'est normal, ils ne s'y connaissent pas, etc. Et quand vous parliez de confiscation obligatoire en Belgique, nous en sommes très surpris, parce que par exemple en France, où la confiscation a une quinzaine d'années dans son côté systémique, si vous voulez, elle n'est toujours pas obligatoire. Bien que nous ayons fait voter au mois de novembre la confiscation obligatoire cette fois en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous avons bon espoir que le Sénat le confirme. Alors, lorsque les biens sont saisis puis confisqués définitivement, la pratique est, si j'ai bien compris, de les vendre, comme en France. Vous avez aussi cette pratique lorsque les biens donc appartiennent par exemple à un citoyen étranger qui est en Belgique, ou lorsque vous demandez la saisie puis la confiscation d'un citoyen belge en Italie ou en Espagne, comme vous disiez. Est-ce que la pratique, c'est bien de vendre et que la moitié du bien revient au territoire où le citoyen belge vivait et l'autre moitié à l'État belge? Oui, ça fait partie des conventions. Ça fait partie, effectivement, je dirais, de cette pratique judiciaire. Quand nous avons saisi 1 million d'euros, c'est 50-50. D'une certaine manière, les États se partagent le butin. Je voudrais aussi préciser une chose, parce que ce qui est important, c'est que nous avons en Belgique un office des saisies et des confiscations. Qui évidemment est un organe administratif judiciaire, une institution, qui va se charger de la gestion des saisies et bien entendu du sort des confiscations, donc, qui va recueillir les produits. Il m'est arrivé dans ma carrière de tomber sur des montants en liquide. D'ailleurs, le même jour, c'était un pur hasard, dans un cadre de blanchiment de trafic de drogue, plus ou moins 6 millions d'euros et plus ou moins 3 millions dans le cadre d'un blanchiment traditionnel de fraude fiscale grave et organisée. On s'est donc retrouvé à la police fédérale avec 10 millions en billets. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal. Eh bien, il faut le lendemain aller à la banque pour faire le calcul et après ça, déposer ça sur le compte de l'Office central des saisies et des confiscations. Un petit exemple. Autre chose, nous avons également, quand on saisit une voiture, vous savez, la saisie, jusqu'au moment de la confiscation, ça peut prendre des années. Quand vous saisissez une voiture, on la vend.
Et donc, le magistrat rend une décision, il dit « je décide de vendre la voiture ». La personne poursuivie, le propriétaire du véhicule, peut à ce moment-là dire « je ne suis pas d'accord » et ce sera tranché par la chambre des mises en accusation. Mais si la voiture est vendue, le produit vient sur le compte, est versé sur le compte de l'Office des saisies et des confiscations, de deux choses l'une, soit la personne est acquittée, on lui restitue l'argent, en tout cas il n'a pas perdu la valeur de son véhicule, soit alors il est condamné et évidemment l'argent tombe dans les recettes de l'État au SPF Finance. Il y a aussi par rapport à ces gestions, des possibilités de gestion de la saisie de portefeuille titres. Quand on saisit des montants importants, l'Office des saisies et confiscations va gérer le portefeuille titres, parfois même avec l'aide de la personne qui a été saisie. Oui, on essaie quand même de valoriser la valeur des objets saisis et éviter évidemment une perte en cours de procédure. Alors, les biens sont vendus. Ce que vous dites, c'est que l'esprit est que ça rentre dans les caisses de l'État et puis ça profite aux citoyens. Alors, dans le cadre de nos projets de recherche, l'Italie est moteur et comme vous le savez, il y a les biens meubles et les biens immeubles. Alors, les biens immeubles sont revendus parce que l'État italien ne va pas entretenir un yacht. Et même si à un moment, M. Berlusconi voulait donner des Maserati à la police italienne, le service de la police italienne lui a fait remarquer que s'il devait changer ne serait-ce qu'un pneu, voilà. Ils auraient des problèmes pour gérer ces Maserati. Donc, on laisse de côté les biens meubles. Mais par contre, comme vous le savez, les biens immeubles, en gros, n'ont pas le droit d'être revendus en Italie. Ils sont redistribués à la société civile. Voilà, donc c'est un autre projet. Et en Belgique, il existe un projet de loi qui voudrait appliquer en quelque sorte cet esprit de redistribution des biens immeubles confisqués. La France a voté ce dispositif en 2021. Bien sûr, pour l'instant, les biens immeubles peuvent être redistribués. Il n'y a pas une obligation, comme en Italie. De votre côté, en Belgique, est-ce que vous pensez que ce projet de loi peut aboutir? Est-ce que cette philosophie vous plaît? Est-ce que vous avez des exemples, sans dire où, mais de biens immeubles qui pourraient être redistribués à des associations ou à des fondations? Que pensez-vous de ce projet de loi? Extrêmement intéressant. Donc, à partir du moment où les biens qui proviennent des organisations criminelles, il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la puissance des organisations criminelles est devenue tout à fait ingérable dans nos États. Je parle véritablement d'un point de vue européen. Mais ce serait évidemment extrêmement intéressant, comme nous essayons de faire passer également le fait que l'argent que la justice a permis de récupérer à l'égard de ces organisations criminelles puisse être affecté non pas dans le portefeuille général de l'État, mais bien affecté aux moyens dont la justice a cruellement besoin. Ce sont toute une série de mesures par rapport aux biens saisis qui doivent être envisagées. Par contre, pour moi, il y a une mesure fondamentale qui doit absolument être, et avant toute chose, examinée par le législateur en Belgique, et peut-être d'un point de vue européen, c'est que, pour moi, la confiscation ne doit pas être une sanction, mais une mesure. Quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire que vous poursuivez un grand blanchisseur, vous avez saisi des biens, et la personne décède avant qu'il ne soit déclaré coupable, ce qui pose problème. Par contre, si la confiscation est une mesure, on peut poursuivre au-delà du décès de la personne sa confiscation et donc la vente et au profit de l'État. Ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, le code antimafia italien de 2011 a mis fin à cette histoire lorsqu'un mafieux décède et que ses héritiers puissent récupérer le bien avant qu'il soit confisqué définitivement. Et aujourd'hui, même les biens d'une personne décédée, qui appartiennent à la mafia, enfin c'est une procédure particulière, peuvent ne pas revenir aux héritiers. La justice démontre en quelque sorte qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ces biens étaient le produit du crime. Quelle excellente idée. Donc, c'est un peu compliqué. J'aimerais vous poser une question personnelle parce que nous avons fait un podcast avec une personne qui appartient à la société civile, un avocat honoraire, et qui nous a expliqué pourquoi il éprouvait le besoin que la confiscation avance en France, que c'est important pour lutter contre les organisations criminelles, notamment en Corse, où il estime qu'il y a une véritable mafia. Moi, je voudrais vous poser la question. Donc, vous êtes à la retraite depuis peu et vous avez décidé d'un engagement politique. Et donc, il faudrait, je pense, ça serait intéressant de nous expliquer pourquoi, quelque part, vous avez voulu continuer tout ce que vous avez fait dans la magistrature, mais dans un autre secteur de la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engagement ?
Oh, très simplement, comme j'aime à le dire, il y en a qui font de la politique leur métier. Moi, j'importe mon métier en politique, hein, donc je n'ai absolument aucune revendication personnelle dans un engagement politique, sauf à continuer ce combat que j'avais déjà mené comme juge d'instruction et au-delà de l'exercice même de ma mission de juge d'instruction, puisque ô combien de fois j'étais formateur, je le suis toujours dans le milieu des professionnels du chiffre, j'enseigne. Combien de fois je suis monté à la tribune du Parlement en Belgique, à la commission justice et finances, dont je suis expert, même à la tribune du Parlement européen, dans le cadre des Panama Papers, en essayant avec quelques autres professionnels de faire passer des mesures finalement relativement simples pour lutter contre le blanchiment et la corruption. Et bien à partir de ce moment-là, puisque j'ai constaté un cuisant échec, parce qu'après avoir été applaudi par rapport aux mesures que nous préconisions, qu'est-ce qu'il était triste de constater que rien ne recevait le moindre suivi en termes d'action, et bien à partir de ce moment-là, je me suis dit, me voici à la retraite, et on est venu me chercher en disant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien de poursuivre cela, mais alors avec une autre casquette, et aussi la possibilité d'être mieux entendu. Et là, je dois constater, en tout cas maintenant, que depuis les 3 semaines où j'ai annoncé cette entrée avec un programme déjà, comment dire, bien travaillé, très bien ciselé dans finalement tout ce dont nous venons parler, et bien à partir de ce moment-là, l'accueil a été véritablement pour moi, m'a profondément touché, je ne m'y attendais pas, et je compte poursuivre cela, mais vraiment jusqu'au bout. D'abord, sur le plan de la justice elle-même, qui se porte très mal en Belgique, pouvoir un petit peu lui redonner, je dirais, la rebooster complètement, et en refaire un pouvoir, donc une simple administration, comme c'est le cas aujourd'hui, et d'autre part, par rapport à notre core business, à nous deux, c'est évidemment, poursuivre cette lutte qui doit être implacable à l'égard des organisations criminelles, et pour les atteindre, c'est par l'argent qu'il faut les atteindre, suivant la bonne vieille méthode d'Elliot Ness. Eh bien, merci beaucoup, Michel Claes. Si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez un message à faire passer particulier, je vous laisse la parole, mais de mon côté, cette interview était très riche. J'ai un message particulier. Effectivement, c'est celui que j'ai préconisé depuis quelque temps, et j'aimerais bien que cela se poursuive. C'est une décision de nature politique européenne qui doit être mise en route. C'est extrêmement urgent. Tout ce dont nous voulons parler n'a de sens qu'à partir du moment où on donne aux autorités judiciaires des pays les moyens. Bien sûr, il y a le parquet européen, bien sûr, il y a Eurojust, Europol, mais je pense que nous ne pouvons pas véritablement avoir d'action efficace sans que nous ayons à un certain moment l'appréciation du produit du crime en Europe. Et donc, je plaide avec force pour qu'il y ait une étude européenne sur le produit financier du crime. Vous mêlez à ça les narcotrafiquants, la contrefaçon, la cybercriminalité, les atteintes à l'environnement, c'est le 3e produit financier dans le monde des organisations criminelles, toutes les escroqueries, le trafic d'armes, le trafic des êtres humains. Moi, j'étais arrivé à un rapide calcul sur base des appréciations de l'OCDE, du Fonds monétaire, etc. Je me suis penché là-dessus, et avec terreur, nous sommes quelques-uns à considérer qu'on franchit les 1000 milliards par an de produits financiers pour les organisations criminelles en Europe. Imaginez-vous que ce montant d'une année se mélange aux produits des montants des autres années grâce au blanchiment d'argent. Est-ce que nous ne sommes pas tout simplement en train de perdre le contrôle même des éléments, des valeurs fondamentales de notre société? Et on appelle ça la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Claes. Merci à vous. Vous avez écouté le podcast Confisqué, conversation sur la saisie et la réutilisation des biens mal acquis en Europe. Un projet cofinancé par le département Justice de la Commission européenne visant à promouvoir la reconnaissance mutuelle des confiscations dans les pays de l'Union. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast et à consulter nos rapports de recherche sur rins-project.eu et sur la page web de Crimalt. Merci de nous suivre et rendez-vous au prochain épisode.